Eh bien, nous allons commencer cet après-midi par l'intervention du professeur Marie-Vonne Duhem. Donc, merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la parole. C'est avec beaucoup de plaisir. Donc, bonjour. Je suis ravie de revenir en Guadeloupe parce que j'aime bien, c'est vrai, j'aime beaucoup ce congrès. Je voulais remercier l'association des laboratoires, l'EILAM, les biologistes médicaux, et puis Madame Bangou, qui ne veut pas que je la remercie, mais je la remercie quand même de m'avoir invitée. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'immunologie de la grossesse, et plus particulièrement ce qui se passe, la tolérance materno-fétale. Parce que c'est vrai que la grossesse est un paradoxe immunologique, puisque le fœtus a 50% du capital génétique du père, et donc on le considère comme une greffe semi-allogénique, et quelquefois même une greffe allogénique quand il s'agit d'un don d'ovocytes ou une mère porteuse. Donc c'est vrai que ça a été, la grossesse était vraiment un état qui intéresse beaucoup les immunos, et en particulier ceux qui travaillent sur la transplantation, ceux qui travaillent sur les maladies auto-immunes comme moi, puisque c'est vraiment des questions que l'on se pose sur cette tolérance on se demande pourquoi cette tolérance, cette greffe semi-allogénique est acceptée. Et il s'agit, lorsqu'il y a cette grossesse, d'une mise en place en fait d'une modulation des compétences immunitaires de la mère. Il va y avoir constamment un dialogue entre les cellules de la mère, le système immunitaire, le placenta et le fœtus. Alors, je vais quand même vous faire un petit rappel. Vous êtes tout frais, là, donc j'ai de la chance, c'est en début de journée, parce que ça sera à la fin de la journée, ça serait plus difficile. Alors, j'espère que les conférenciers ne vont pas trop m'en vouloir si je vous assomme. Mais je vais quand même vous parler des différents acteurs. Donc, juste un petit rappel sur le HLA, le CMH, parce que c'est la tolérance, donc on est obligé d'en parler. Et je vais surtout vous parler, donc le CMH, je pense que vous le connaissez, mais on parle un petit peu. Il y a le CMH de classe 1, le CMH de classe 2. Dans le CMH de classe 1, on a ce qu'on appelle les majeurs avec le CMH de classe donc A, B et C. Ça, tout le monde les connaît. Et puis, il y a les non classiques dont je vais parler, en particulier l'HLA G, F et E, qui a beaucoup d'importance justement dans la grossesse. Donc, HLA de classe 1. Vous avez aussi donc l'HLA de classe 2 et l'HLA de classe 2, DR, DP, DQ. D'accord ? Donc cela vraiment, ce sont les antigènes qui vont gérer toutes les réactions de greffe. Ensuite, au niveau des cellules, ça vous les connaissez tous, mais on parlera plus particulièrement des cellules NK qui sont pas très connues, qui commencent à être connues, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces cellules NK et en particulier sur leur façon de fonctionner. Et elles aussi, elles vont avoir beaucoup d'importance dans la grossesse. Et donc, vous voyez, il y a ces cellules souches qui viennent de la moelle osseuse et qui se différencient. Donc, la lignée lymphoïde avec les lymphocytes, donc les B, les T, les CD8, CD4, CD8 qu'on va retrouver dans l'utérus, les cellules NK, donc on va en parler. Et puis, de l'autre côté, les progéniteurs myéloïdes avec toutes ces cellules que vous connaissez bien. Et puis, je vais vous faire juste un petit... On en reparlera après, au fur et à mesure de mon exposé. Il faut savoir, un des paramètres très importants en immunologie, c'est cette molécule, cette cellule CD4, qui est vraiment l'acteur principal dans les réactions immunitaires. Cette cellule CD4, là, vous avez une cellule dendritique qui lui présente son antigène avec le complexe CMH de classe 2. Et cette cellule CD4, ce qu'il faut savoir, on a beaucoup maintenant avancé sur la connaissance de ces cellules. Autrefois, on parlait de TH1, TH2, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a d'autres sous-populations de cellules qui apparaissent, parce qu'on s'est aperçu que cette cellule CD4 est très plastique. Il suffit qu'elle soit dans un environnement de cytokines particulier pour qu'elle dérive vers une sous-population, et cette sous-population n'aura pas les mêmes fonctions en fonction des cytokines qu'elle aura reçues. C'est-à-dire qu'ici, vous avez plutôt des cytokines de type inflammatoire, donc on va voir évoluer cette cellule CD4, TCD4, en TH1, et on va les retrouver dans toutes les pathologies très inflammatoires, l'auto-immunité, les défenses anti-infectieuses. Quand vous avez plutôt un profil cytokinique qui est lors de cette rencontre, antigène, c'est en fait les cytokines qui sont sécrétées par cette cellule dendritique au moment où elle présente le premier antigène à la cellule CD4. Si ce sont plutôt des cytokines, par exemple IL2 et IL4, on va avoir une spécialisation de la molécule de la cellule CD4 en TH2. Et donc là, on va voir apparaître plutôt des cytokines, des sécrétions de cytokines
dites entre guillemets plutôt anti-inflammatoires. Et on a découvert d'autres cellules dont je vous parlerai tout à l'heure, et en particulier avec le TGF-bêta, de ces fameux T-régulateurs qui, eux, auront vraiment une fonction immunosuppressive et qu'on va retrouver aussi dans l'utérus. Donc tout vient de cette fameuse CD4 naïve qui, en fonction du profil cytokinique qu'elle va recevoir, elle va se diriger vers des fonctions très particulières. Donc là, j'ai fini maintenant le petit rappel. Et on repart sur la grossesse. Donc la grossesse est un véritable paradoxe immunologique. Donc le système immunitaire maternel doit développer des réponses parce que la mère doit quand même se défendre contre les agents pathogènes, donc assurer un effet de barrière, et doit aussi, en même temps, le système immunitaire doit tolérer et favoriser le développement d'une greffe qui va être semi-allogénique. C'est-à-dire qu'il y a 50% donc des gènes hérités qui sont paternels, et donc quelquefois même c'est 100%. Donc il va y avoir vraiment un challenge, puisqu'il faut pouvoir se défendre, et en même temps il faut pouvoir tolérer le fœtus qui est in utero. Et on a montré qu'il y avait des communications, puisque, alors ça j'en parlerai pas trop parce que c'est un peu compliqué, mais on s'est aperçu qu'après la grossesse, il pouvait rester dans l'organisme de la mère des cellules du fœtus, on appelait ça le microchimérisme fœtal, et la même chose au niveau de l'enfant qui vient de naître, il va y avoir des cellules maternelles qui vont continuer à être tolérées, et on appelait ça le microchimérisme maternel. Et on s'est aperçu, par exemple ici, alors c'est pas très très bon, mais dans le sang de cordon à la naissance, et ben on s'aperçoit qu'il y a du matériel maternel dans l'organisme de l'enfant. Donc il y a des tolérances qui sont instituées, et on sait aussi donc qu'il y a aussi des transmissions, donc il y a des communications puisqu'il y a des infections qui se font de la mère à l'enfant, et il y a également des développements d'anticorps puisque les mères, quand elles sont enceintes, elles vont faire, lorsqu'elles sont primipares, elles font 15%, elles ont 15% des primipares ont des anticorps contre le système HLA du père, et au fur et à mesure des grossesses, ça augmente et on arrive à 75% d'anticorps anti-HLA chez les multipares. Donc il y a un système immunitaire qui est fonctionnel. Alors pourquoi ce fœtus n'est pas rejeté? Alors je fais quand même un petit historique. Le Sir Peter Medawar, qui a eu le prix Nobel de physiologie sur ses travaux sur ses études de rejet de greffe, mais là, rejet de greffe, avait émis 4 hypothèses. Alors, le premier, c'était que le fœtus était complètement isolé dans le système immunitaire, par la barrière du placenta, donc rien ne passait. Mais on sait maintenant que ce n'est pas vrai, puisqu'il y a des communications. Après, la deuxième hypothèse, c'était que les antigènes du fœtus étaient trop immatures. Donc, ils n'étaient pas reconnus par le système immunitaire de la mère. Ça aussi, on sait que ce n'est pas vrai, puisque ce sont les antigènes paternels, les antigènes de plaquettes, etc. Donc, on sait très bien que ce ne sont pas des antigènes immatures. Autrement, la troisième hypothèse, c'était que le système immunitaire maternel est complètement anergique, c'est-à-dire que la mère ne répond pas, et du coup, la grossesse peut se faire. Mais on sait aussi que ce n'est pas vrai, puisque le système immunitaire est fonctionnel chez la mère. Et donc, il reste la quatrième hypothèse, c'est qu'il y a une tolérance materno-fétale qui est active et qui est nécessaire pour permettre le déroulement de la grossesse. Donc l'effet, on l'a déjà dit, c'est une greffe semi-allogénique. Il y a des anticorps on a des anticorps contre les antigènes paternels, donc HLA ou les antigènes de plaquettes, sans rejet du fœtus, alors que ces anticorps sont cytotoxiques et peuvent activer le complément. Il y a aussi des présences de CD8 cytotoxiques qui reconnaissent les antigènes paternels. Quand on prend les CD8 et qu'on les met vis-à-vis des antigènes paternels, il y a une réponse. Donc, il y a des CD8 cytotoxiques. Et dans les modèles animaux, on s'est aperçu que pendant la grossesse, chez la souris, je vous rassure, chez la souris, on s'est aperçu qu'on pouvait greffer une tumeur paternelle à la souris quand elle était pendant la grossesse, et que cette tumeur n'était pas rejetée. Par contre, en fin de grossesse, elle était rejetée. Et on sait aussi qu'il y a le maintien de la réponse anti-infectieuse. Donc tout ça montre que le système immunitaire est fonctionnel. Donc ce qui se passe, c'est une tolérance qui est active, qui est temporaire et qui est sélective. Et donc on va voir un petit peu, je vais essayer de décortiquer un petit peu ce qui se passe, mais vraiment très... Vous allez m'excuser, j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises, mais je vais vous donner quand même les grands faits, quoi. Donc c'est un équilibre qui est complexe de régulation, avec de régulation des mécanismes de reconnaissance du fœtus par le système maternel. Donc il va y avoir une mise en place de barrières physiques. On va voir qu'il va falloir diminuer l'antigénicité fœtale, c'est-à-dire que le fœtus, en fait, on va diminuer tout ce qui peut être reconnu
par le système immunitaire de la mère, d'accord, au niveau des antigènes, en particulier les antigènes du CMH, on va voir comment. Et puis, il va y avoir mise en place, effectivement, de mécanismes de tolérance du système immunitaire de la mère vis-à-vis donc des antigènes fœtaux. Mais malgré tout, ce n'est pas une tolérance complète, puisqu'on sait que le système immunitaire maternel est indispensable au bon déroulement de la grossesse à un stade précoce. Et donc on va voir que l'inflammation, qui normalement devrait être inhibée, est très importante en tout début de grossesse pour qu'il puisse y avoir, grâce à ces rôles trophiques et de vascularisation. Donc vous allez voir que c'est un équilibre qui se fait entre l'inflammation et la tolérance au fur et à mesure de la grossesse. Alors d'abord les interfaces materno-fétales. Alors j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Donc je fais sous contrôle des gynécos. Alors au tout début, il y a une implantation et une invasion de la muqueuse utérine qu'on appelle l'anidation. Et donc des cellules qui sont très importantes à ce niveau-là, ce sont les trophoblastes qui ont un rôle majeur dans l'implantation et la formation des interfaces de l'interface fœto-maternelle, c'est-à-dire là où il y aura les communications éventuelles entre les cellules du fœtus et le système immunitaire de la mère. Donc on sait que l'utérus va être invasé. Enfin, il va y avoir invasion de l'utérus, il va y avoir formation du placenta et ça va être du tissu fœtal. D'accord ? Tandis que de l'autre côté, on va avoir la migration, différenciation des trophoblastes dans la muqueuse utérine. Il va y avoir une différenciation en décidua de la muqueuse utérine et là, ça va être le tissu maternel. Donc là, on voit le trophoblaste. Et puis cette invasion, j'ai d'autres schémas qui sont un peu plus explicites. En immuno, on a beaucoup de schémas parce qu'il faut quand même marquer les yeux. Donc on voit l'invasion du trophoblaste dans la muqueuse utérine. Et tout ça, c'est sous le contrôle déjà de facteurs importants, en particulier le LIF, le Leukemia Inhibitory Factor, qui va favoriser cette invasion, parce qu'il faut qu'il y ait une invasion des trophoblastes dans la muqueuse utérine pour qu'il y ait de l'implantation. On a un peu rapproché le trophoblaste, ces cellules trophoblastiques qui font l'invasion, avec des cellules tumorales, parce qu'effectivement, elles vont envahir la muqueuse utérine et elles vont obéir un peu aux mêmes cytokines qu'une tumeur. Et donc, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui travaillent sur cette façon d'envahir cette muqueuse utérine. Donc là, tout le monde, enfin ceux qui travaillent en gynéco le connaissent, vous avez le sac et puis vous avez ces villosités qui vont s'accrocher sur la muqueuse. Alors j'ai trouvé ce schéma qui est un peu schématique. En rouge, vous avez les tissus fœtaux, donc c'est tout ce qui appartient au fœtus, et en bleu, tout ce qui appartient à la mère. Et donc les interfaces, on va voir, là vous avez une villosité, là vous avez la décidua, là c'est du sang, donc c'est l'espace qui est entre les villosités où il y a le sang maternel. Et puis donc là, le liquide amniotique avec le fœtus qui, lui, est vraiment à l'abri dans son liquide amniotique. Et donc, les interfaces qu'il y a, il y en a 4 au moins. Donc vous avez entre le chorion et puis l'espace sanguin maternel, il y a déjà une première interface où il y a une connexion, des contacts entre les cellules trophoblastiques et le sang. Vous avez ici, avec le syncytiotrophoblaste et le cytotrophoblaste villeux, au niveau des villosités et le sang maternel aussi, donc les premières, une interface. Vous avez dans la décidua, on va voir tout à l'heure, j'ai des schémas un peu plus explicites avec le cytotrophoblaste villeux qui va envahir cette muqueuse, cette décidua. On voit les cellules, les trophoblastes qui envahissent. Et il va y avoir des connexions avec ces cellules du système immunitaire qui se trouvent dans cette décidua. Donc là aussi, il va y avoir des connexions entre les cellules. Donc il peut y avoir des réactions immunitaires. Et puis au niveau de ces artères spiralées, il y a également une connexion entre ce cytotrophoblaste extravilleux et le sang qui se trouve dans ces artères spiralées. Et donc, dans cette situation, il y a des modifications majeures de l'utérus. On va avoir une différenciation de l'endomètre, on va avoir des cytotrophoblastes extravilleux qui vont envahir donc cette décidua, et il va y avoir un influx de cellules NK. Je vous ai parlé tout à l'heure, on en reparlera beaucoup plus tout à l'heure de ces fameuses cellules NK qui font partie du système immunitaire de la mère. Et donc vous voyez ici, là vous avez des villosités, vous avez l'artère spiralée et vous avez le cytotrophoblaste extravilleux qui va en fait envahir la paroi vasculaire de l'artère spiralée et qui va avoir un rôle très très important, on va voir dans la prochaine diapo, pour élargir cette artère pour permettre un meilleur débit du sang au niveau de communication.
Et donc, c'est très important parce que les cellules NK qui sont là, et cet afflux, il va se provoquer une inflammation qui va permettre cette invasion du cytotrophoblaste et cette dilatation et ce changement en fait de la paroi de l'artère spiralée par du cytotrophoblaste. Et donc là, je vous ai j'ai représenté deux interfaces importantes, donc le syncytiotrophoblaste et l'espace intervilleux, et puis le cytotrophoblaste extravilleux, et puis donc la décidua où on va se retrouver avec des cellules du trophoblaste, donc des cellules du fœtus, avec les cellules du système immunitaire de la mère. Et donc, risque de conflit à ce niveau-là. Ça va? Vous suivez? Et donc, ce que je disais, après, je sais que quelqu'un va parler sur la prééclampsie en fin d'après-midi. On a montré que le défaut d'invasion de ce trophoblaste extravilleux, là vous avez l'invasion du trophoblaste extravilleux avec des cellules NK et donc élargissement de l'artère spiralée. On a montré que quand il y avait un défaut d'invasion de ce trophoblaste et un défaut donc soit d'interféron gamma, soit d'une diminution, un déficit en cellules NK, on avait des artères qui étaient trop étroites et donc on avait c'était à l'origine, c'était une des origines de la prééclampsie. Donc on voit déjà que ces cellules du système immunitaire et cette connexion entre cellules du système immunitaire et trophoblastes sont importants pour déjà la nidation et le début en fait de la grossesse. Donc au niveau de ces interfaces, donc le c'est un peu compliqué à dire, le cytotrophoblaste extravilleux, donc qui va passer dans le sang circulant maternel, il va être mis en place dès le premier trimestre. Et donc, il va infiltrer cette décidua, ce cytotrophoblaste qui prend la place des cellules endothéliales, et il va y avoir les échanges trophiques et gazeux à ce niveau-là. Et on sait que dans cette décidua, il y a 70% de cellules NK, et 10 à 20% de macrophages et quelques lymphocytes. Donc, c'est vraiment des cellules NK qui sont très, très importantes à ce niveau-là. Et toutes ces cellules disparaissent à la fin du premier trimestre. Donc c'est vraiment important pour la nidation et pour le début finalement de la grossesse. Et la deuxième interface, le syncytiotrophoblaste, lui, qui repose sur la couche de cytotrophoblaste villeux, est en contact étroit avec le sang maternel à ce niveau-là. Il va se mettre en place vers la 8e, 9e semaine pour devenir en fait l'interface dominante, puisque ça va devenir ensuite en fait la formation du placenta et les échanges trophiques. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant qu'on a vu ces interfaces, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de conflit? Parce que si le système immunitaire se met à marcher, en marche, en fait, les cellules NK risquent de léser les cytotrophoblastes. Enfin, ça peut être catastrophique et donc on voit apparaître des fausses couches, enfin, voilà. Donc, on va parler de la tolérance, mais d'abord on va parler de l'importance de la réponse immunitaire maternelle, parce qu'il faut qu'elle existe, et le rôle de l'inflammation et des cellules NK utérines dès les étapes précoces de la grossesse. L'inflammation donc est nécessaire à l'implantation. C'est vrai que beaucoup, on parle dans pas mal de un peu plus vieux articles, on dit que la grossesse peut se maintenir, la tolérance, parce que c'est un profil TH2. En fait, donc anti-inflammatoire. En fait, en tout début, il faut une inflammation et c'est nécessaire à l'implantation. Si cette inflammation n'existe pas, l'implantation se fera pas bien ou se fera pas du tout parce qu'il y aura des défauts de vascularisation. Donc ça se fait dès les premières heures. Il y a une inflammation qui est due à un afflux de macrophages, de lymphocytes qui vont sécréter ces cellules, qui sont des cellules donc ces cytokines, donc l'IL-1β, l'IL-6, le TNF-alpha, le GM-CSF, et c'est nécessaire pour l'adhésion de l'embryon et l'invasion trophoblastique. Et cet afflux est induit dès le début, puisque c'est avec le liquide séminal, ce sont des signaux attractants du liquide séminal et des cellules apoptotiques masculines, probablement les spermatozoïdes qui sont en apoptose, qui vont provoquer cet orage cytokinique inflammatoire. Et cet orage cytokinique va s'arrêter, il va diminuer, et à ce moment-là, on va voir arriver tous les NK qui sont indispensables à la décidualisation et la transformation de l'endomètre pour permettre que cette invasion trophoblastique se fasse bien. Et on a montré chez la souris que quand il n'y a pas d'NK ou quand il y a un déficit en interféron gamma, eh bien vous avez des anomalies d'implantation ou des placentas hypotrophes avec des défauts de vascularisation.
Et donc, les cellules NK ont un rôle central à ce niveau-là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 70% des cellules immunitaires de la décellulale. Et leur nombre est maximum en début de grossesse, et ça diminue après la 20e semaine, et ça disparaît au terme. Et donc, elles sont recrutées grâce aux chimiokines que le trophoblaste va émettre. Les cellules NK immatures arrivent dans la décidua, elles vont maturer sous l'effet de l'IL-15 qui, elle, est sécrétée par les cellules stroma de l'endomètre. Donc vous voyez, il y a vraiment une symbiose entre les cellules trophoblastiques, l'endomètre et les cellules NK pour que ça puisse se faire. Et elles ont un phénotype particulier. Alors, les cellules NK, je ne sais pas si vous les connaissez, les cellules NK, on les a aussi dans le sang périphérique, mais il y a deux populations de cellules NK. Dans le sang périphérique, il y a 90% de cellules NK. Alors ici, vous avez le sang périphérique, c'est en cytométrie de flux, en CD16, CD56, c'est le marqueur. Et là, vous avez des cellules qui sont CD16+, CD56+, et qui sont en majorité dans le sang périphérique. Et vous avez une toute petite population dans le sang périphérique de cellules NK qui sont CD16-. Vous voyez, elle ne marque pas le CD16, et CD56 très forte. Et ces deux populations, déjà dans le sang périphérique, sont différentes, puisqu'on sait que c'est la majorité, donc c'est les 90% qui sont CD56+, CD16+, sont cytotoxiques. Ce sont les fameuses cellules natural killer. Alors que cette petite population dans le sang périphérique, elle, est moins cytotoxique, mais elle produit des cytokines. Or, quand on fait une étude des NK qui sont dans l'utérus, ici, eh bien, on s'aperçoit que les cellules NK utérines, en fait, sont en majorité CD56+, CD16-, et c'est-à-dire qu'elles sont peu cytotoxiques et elles produisent surtout des cytokines. Donc c'est déjà une chance, elles ne sont pas cytotoxiques, donc déjà on peut avoir une réponse immunitaire qui va être un peu plus affaiblie au niveau de l'endomètre. Et ces cellules NK vont favoriser la vascularisation, elles vont sécréter du VEGF, de l'angiopoïétine et du placental growth factor. Donc elles sont indispensables à la déciddualisation et à l'implantation de l'embryon, et elles sécrètent aussi ce fameux LIF. Alors, juste parce qu'il va falloir que je vous explique après l'HLA-G, donc je suis obligée de parler des cellules NK. Alors, ces cellules NK, elles n'ont pas de récepteur à l'antigène. Vous savez que dans une réaction antigène-anticorps, une reconnaissance d'un antigène, le lymphocyte T, il a un récepteur qu'on appelle le TCR. Il reconnaît son antigène avec un récepteur T. Et l'antigène est présenté par le CMH. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours d'immuno, ça va être un peu compliqué. Les cellules NK, elles viennent de la lignée lymphoïde, mais elles n'ont pas de récepteur T. Elles vont fonctionner différemment. Elles ont deux types de récepteurs. Elles ont des récepteurs inhibiteurs, des récepteurs activateurs. Et ces cellules NK, ces deux types de récepteurs vont faire la balance. C'est-à-dire que ces récepteurs, les cellules NK, le récepteur inhibiteur sera toujours majoritaire par rapport au récepteur activateur. Alors, ces cellules NK, ce qu'elles reconnaissent, c'est très particulier, c'est le soi manquant. C'est-à-dire, toutes les cellules nucléées ont du CMH de classe 1 à la surface. Ça va, vous êtes au courant. Donc, toutes les cellules vont avoir du CMH. Et une cellule NK qui se balade et qui va donc en contact toucher toutes les cellules les cellules nucléées, si elle rencontre avec son récepteur inhibiteur une molécule de CMH normale, la cellule NK va être inhibée, elle ne va pas bouger, elle ne va pas tuer et elle va partir. D'accord ? À condition qu'elle voie le soi. Si par hasard la cellule est anormale, ça peut être une cellule tumorale, une cellule virale ou autre chose, elle n'a plus de CMH à la surface ou une densité beaucoup plus faible, le récepteur inhibiteur ne va plus trouver son CMH. Et à ce moment-là, c'est le récepteur activateur qui prend le dessus, la cellule NK s'active et elle va tuer la cellule. Voilà comment fonctionne le NK. D'accord ? Donc c'est toujours un couple activateur-inhibiteur. Et en général, c'est plutôt l'inhibiteur qui est occupé, puisque normalement, toutes les cellules ont du CMH et sont normales. Voilà. Et donc, ces récepteurs sont dans deux familles, famille KIR et famille lectine, et ça reconnaît, ces récepteurs, les molécules de CMH de classe 1 ou les molécules de CMH non classiques de classe 1, HLA-E, HLA-G, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, HLA-G. HLA-G, ça a de l'importance, on va en reparler tout à l'heure, parce que c'est la molécule HLA qui est prépondérante dans le placenta. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a vu maintenant, donc il y avait le système inflammatoire, les cellules NK,
tout ça, c'est important pour le début. Et après, une fois que l'implantation est faite, qu'est-ce qui va se passer pour qu'on protège ce fœtus vis-à-vis du système immunitaire maternel? Parce que c'est bien joli, ça s'est implanté, mais on a vu tout à l'heure, il y a des anticorps anti-HLA qui vont être sécrétés, qui sont cytotoxiques, il y a des cellules CD8 cytotoxiques qui peuvent intervenir, il y a des cellules NK tueuses qui, malgré tout, peuvent aussi intervenir si jamais elles trouvent un CMH anormal, etc. Et malgré tout ça, le système immunitaire ne fonctionne pas parce qu'il y a une tolérance. Alors pourquoi? Il y a plusieurs stratégies. La première et la plus importante, c'est qu'il va y avoir une diminution de l'antigénicité des cellules trophoblastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui appartient au fœtus va, en fait, il va y avoir un gradient d'expression des molécules HLA. Le fœtus, lui, il a tout son capital d'HLA, il va avoir le capital de 50% du père, 50% de la mère, il va exprimer des CMH de classe 1, CMH de classe 2, donc il est par là. Et il va avoir tout son capital. Donc il ne faut surtout pas que les cellules NK ou les lymphocytes, surtout les lymphocytes cytotoxiques du système immunitaire maternel, le rencontrent, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir réaction avec les antigènes paternels. D'accord ? Donc il va y avoir ce qu'on appelle un gradient d'expression par les cellules fœtales. C'est-à-dire que les molécules HLA fœtales, le fœtus est dans son liquide amniotique, il est à l'abri. Mais après, au niveau du syncytiotrophoblaste et du cytotrophoblaste vileux, il n'y a plus d'expression des molécules HLA. C'est-à-dire que c'est complètement neutre. Ce sont des cellules qui ne l'expriment plus, le système HLA. D'accord ? Donc du coup, les cellules CD8 cytotoxiques ne pourront pas intervenir, puisqu'elles ne vont pas reconnaître les antigènes, puisqu'il n'y en aura pas. OK ? Et le système cytotrophoblast extravileux, qui lui va être vraiment bien en contact avec les cellules du système immunitaire, en particulier dans la décidua, elles vont exprimer des molécules particulières, HLA, l'HLA-G en particulier. Et on va voir quelles sont les fonctions de cette HLA-G. Cette HLA-G, qui vont être reconnues par les cellules NK, vont en fait inhiber les cellules NK. Donc, au lieu de les activer, ça va inhiber. Et on va voir que l'HLA-G va inhiber d'autres cellules aussi. Donc, cette HLA-G a énormément d'importance. Donc, pour récapituler, vous avez le cellule fétale. Là, vous avez les antigènes HLA classiques, classe 1, classe 2. Vous avez ensuite le trophoblaste. Et dans le trophoblaste, il n'y a pas d'HLA classique, ce qui fait que les lymphocytes cytotoxiques n'iront pas réagir contre les antigènes paternels. Et vous avez de l'HLA-G, qui, elle, va être reconnue par les cellules NK. Et cette HLA-G va neutraliser ces cellules NK. Donc, vous n'aurez pas de réaction de cellules NK non plus, ni donc inhibition des NK, inhibition des T cytotoxiques. Je continue. Alors, une petite quand même parenthèse sur l'HLA-G, parce que c'est important. Cette HLA-G, elle est non classique, classe 1, mais non classique, et il est peu polymorphe. Vous savez que les molécules HLA sont très polymorphes, sauf les non classiques qui sont très peu polymorphes. Il y a 7 isoformes, alors je pense qu'on va encore en découvrir, parce que il y en a 7 pour le moment, ce sont des épissages alternatifs. Il y a des formes solubles qui peuvent agir à distance, et bon, inhibés, parce qu'il y a des récepteurs pour cette molécule HLA-G, des récepteurs ILT2, ILT4, les KIR, et qu'on retrouve à la surface des cellules du système immunitaire. Or, pas toutes, mais ce sont des récepteurs qui sont inhibiteurs, parce qu'ils ont des molécules intimes, donc ils vont inhiber les cellules sur lesquelles ils vont trouver en fait l'HLA-G. D'accord ? Donc, ces cellules... plutôt les cellules trophoblastiques ayant l'HLA-G, vont aller inhiber grâce aux récepteurs qui sont à la surface des NK, des CD8, des CD4 et des B. Et donc on va avoir inhibition par l'HLA-G du système immunitaire maternel. Donc cette HLA-G intéresse beaucoup, parce que ça intéresse les personnes qui travaillent sur la greffe en particulier, ça intéresse les personnes qui travaillent sur les tumeurs, parce qu'on a montré aussi qu'il y avait des tumeurs qui exprimaient de l'HLA-G. Et par ce fait, pouvaient continuer à proliférer grâce à cette présentation d'HLA-G, puisqu'elles n'étaient plus tuées par les cellules NK. Et donc là, vous avez le schéma d'un HLA-G ou HLA-E, et puis donc cet NK avec ces récepteurs inhibiteurs qui sont occupés et avec le signal inhibiteur. Et donc l'interaction de la HLA-G à la surface de la cellule trophoblastique qui va inhiber les CD8, les NK, les macrophages, les cellules dendritiques, donc toutes les cellules de la réponse immunitaire.
Voilà pour ce qui est l'HLA. Donc vous avez compris, hein, le fœtus a tout son capital HLA, mais il n'est pas en contact avec les CD8 cytotoxiques, il n'est pas en contact avec les NK, et tout ce qui est en contact, le cytotrophoblaste en particulier, soit il n'a pas d'HLA classique, soit il a de l'HLA G qui va inhiber le système immunitaire. Alors après, en plus de ces changements dans l'HLA, on a les mécanismes actifs de protection vis-à-vis du système immunitaire maternel. Et là, on va avoir des actions sur les CD8 cytotoxiques, des actions vis-à-vis des anticorps, des anticorps existent, l'action des T régulateurs et la production de l'enzyme IDO. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les anticorps? On sait que les anticorps sont sécrétés, il y a des anticorps anti-HLA, ils sont cytotoxiques, et en plus, ils vont activer le complément. Eh bien, on a montré qu'à la surface des cellules trophoblastiques, il y avait des molécules régulatrices du complément, en particulier le MCP et le DAF, qui vont empêcher en fait cette activation du complément lorsqu'il y aura fixation de ces anticorps. Donc ça va protéger la membrane, puisque le complément va pas pouvoir, il va y avoir empêchement de la formation de la C3 convertase, soit alterne, soit classique, par le DAF et le MCP. Donc les anticorps ne seront pas efficaces. Après, par rapport vis-à-vis des cellules CD8 cytotoxiques, on s'est aperçu que sur les trophoblastes, les cytotrophoblastes, ces cellules trophoblastiques, il y avait des ligands, pour face ligand, vis-à-vis de ces CD8 cytotoxiques qui entraînaient l'apoptose de CD8 cytotoxiques activés, grâce à ces ligands face ligand. Et on sait également que les CD4, CD8 dans la décidua produisent du LIF, on l'a vu tout à l'heure, qui induisent un profil plutôt TH2, donc anti-inflammatoire. Donc il va y avoir pendant la grossesse, une fois qu'il y a eu l'anidation, une balance plutôt TH2 avec une synthèse d'interleukines qui sont plutôt immunosuppressives. Et on en arrive à un gros morceau aussi, donc les T régulateurs. Donc c'est encore un mécanisme d'immunosuppression. Les T régulateurs ont un rôle majeur dans le maintien de la tolérance materno-fétale. Alors voilà, tout à l'heure je vous ai montré ce schéma où on voyait qu'un CD4, lorsqu'il a un climat TGF-IL2, peut se transformer en T régulateur. Qu'est-ce que c'est qu'un T régulateur? C'est un lymphocyte T, CD4, qui va sécréter de l'IL10, du TGF-bêta, et qui ont un effet immunosuppresseur sur les autres cellules du système immunitaire. Donc on sait aussi, dans ces lymphocytes T régulateurs, qu'il y a des T régulateurs naïfs qui viennent directement du thymus, et que dans la périphérie, un T normal, CD4, peut devenir T régulateur à condition qu'il ait du TGF autour de lui. Voilà, sécrété. Donc on peut forcer un T-CD4 à devenir T-régulateur. Donc on s'est aperçu que même en dehors d'une grossesse, lors du cycle menstruel, on a des variations dans les T-régulateurs. Et on a des T-régulateurs circulants qui augmentent lors de la phase œstrogénique du cycle menstruel. On s'est aperçu également qu'en début de grossesse, on avait des T-régulateurs maternels dans la décidua en tout début de grossesse et qu'il y avait une augmentation de ces T-régulateurs circulants jusqu'au 2e trimestre. Donc tout le long de la grossesse, ces T régulateurs vont augmenter dans l'utérus, avoir donc un effet immunosuppresseur, et après l'accouchement, on va avoir ce taux de T régulateurs qui va baisser. On sait aussi que ces T régulateurs sont activés localement par des cellules dendritiques, et il y a le rôle du liquide séminal qui va contenir du TGF-bêta. Donc vous avez vu tout à l'heure, il faut du TGF-bêta pour que un CD4 normal devienne un T régulateur. Donc on le retrouve déjà dans le liquide séminal. Et ces T régulateurs vont induire la synthèse d'IDO, que l'on va voir tout à l'heure, l'enzyme IDO, qui va également inhiber les autres cellules du système immunitaire. On a remarqué que lorsqu'il y avait des prééclampsies, il y avait des faibles taux de T régulateurs qui étaient associés à un risque accru de prééclampsie. Et ici, c'est juste un article qui montrait que le fœtus, donc on parlait là de la mère, mais le fœtus possède aussi des T régulateurs qui sont tolérogènes aux allo-antigènes maternels et aux antigènes du soi. Alors, on a mis des CD4 et des CD8 d'un fœtus, d'accord, enfin d'un fœtus, voilà, des CD4, des CD8, et on les a mis en contact avec des cellules présentatrices d'antigènes
autologue, maternelle ou rien à voir. Et ça, c'est simplement un reflet de la stimulation des lymphocytes. Et on s'aperçoit que lorsqu'il y a les T-régulateurs, il y a une inhibition et donc une tolérance des antigènes autologues ou maternels, alors que quand on enlève les T-régulateurs, il n'y a plus de tolérance et on voit ces CD4 qui vont proliférer comme les CD8. On a montré qu'il y avait dans les T-régulateurs, chez le fœtus, il n'y avait pas de différence au niveau du thymus, mais par contre, dans les organes lymphoïdes secondaires, on a montré que pendant la grossesse, il y avait 15 à 20% de T-régulateurs chez le fœtus, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux à la naissance. Donc il y a un rôle très important au niveau du fœtus également. Dans les organes lymphoïdes du fœtus, il y a des T-régulateurs qui vont tolérer les cellules maternelles qui peuvent passer au niveau du fœtus. Et donc là, c'est juste un schéma qui explique un peu la fonction des T-règles du côté fœtus. Vous avez des cellules maternelles qui passent, donc là c'est un ganglion, ça c'est le placenta. Vous avez des cellules maternelles qui passent, elles vont être reconnues par les lymphocytes du fœtus. Et donc ils peuvent s'activer, aller dans les ganglions et sécréter des cytokines. Mais dans ces ganglions, comme il y a un gros climat TGF-bêta, il y a beaucoup de T-régulateurs, il va y avoir une inhibition de cette activation de lymphocytes T, CD8, et donc il va y avoir tolérisation de ces cellules maternelles, ce qui explique le maintien du chimérisme. Et c'est pour ça que le fœtus, enfin l'enfant, une fois qu'il naît, a encore des cellules maternelles, puisqu'elles sont tolérées grâce à ces T-régulateurs. Enfin, un des derniers acteurs, c'est l'IDO, donc l'enzyme indoléamine désoxygénase. Donc, elle est sécrétée par les cellules macrophages et cellules dendritiques maternelles qui sont au niveau de l'utérus. Et cette enzyme a beaucoup d'importance parce qu'elle va en fait cataboliser le tryptophane et elle va, affamer les cellules, puisqu'il ne va plus y avoir de tryptophane et il va y avoir inhibition des cellules CD8 maternelles qui vont être inactivées. Donc ça a énormément d'importance également dans la tolérisation. Et là, c'est un peu un récapitulatif au niveau du trophoblaste. Après, le schéma suivant, c'est ce qui est sécrété par les cellules maternelles. Donc, au niveau du trophoblaste, donc l'enfant, on voit qu'il y a action. Donc, là, on avait dit face-ligand qui vont rendre en apoptose les cellules T cytotoxiques. On a une sécrétion d'IDO. On a le TGF-bêta qui va augmenter les T-régulateurs par la cellule trophoblastique. On a de l'HLA-G soluble qui va augmenter les cellules dendritiques tolérogènes et rendre apoptotiques les CD8. Le TGF-bêta qui va induire les T-règles et la production de l'IF par ces cellules trophoblastiques qui va en fait pousser les CD4 à être plutôt TH2 et sécréter des cytokines anti-inflammatoires. Après, au niveau maternel, on a toujours face-ligand, on l'a vu, face-ligand sur les cellules déciduales qui vont aller rendre apoptotiques les CD8. On a la progestérone qui agit sur le système immunitaire et qui va favoriser une orientation TH2 anti-inflammatoire. Elle va produire aussi des chimiokines qui vont attirer les NK dans la décidua. On va avoir une augmentation de la densité de l'HLA-G, que vous avez vu qui est très importante au niveau de la tolérisation, au niveau du cytotrophoblaste extravilleux, et de la galectine. Et enfin, la galectine 1 qui est sécrétée par les cellules maternelles, qui va être induite par les T-règles et qui va inhiber la prolifération des lymphocytes T maternelles activés et provoquer leur apoptose. Alors tout ça, ça montre qu'il y a eu quand même pas mal de mécanismes. On arrive à une tolérance, mais cette tolérance, elle est temporaire et sélective, mais est-ce que du coup, la mère n'est pas en immunodépression? Parce qu'elle a des T-régulateurs, elle a beaucoup de TGF-bêta, d'IL-10, etc. Donc, est-ce que vis-à-vis d'une infection, alors je pense qu'il va y avoir d'autres interventions sur la grossesse et l'infection, est-ce qu'il existe une immunodépression? Parce qu'on peut se demander, est-ce que la mère est capable de résister aux infections pendant la grossesse? Donc, on sait qu'il y a une capacité de réponse immunitaire aux agents infectieux. On sait qu'il y a une immunomodulation du système immunitaire maternel, que c'est donc l'unité fœtoplacentaire, mais que c'est variable selon le stade de la grossesse. Donc, il y a une sensibilité particulière et des réactions spécifiques à certains pathogènes. Et donc,
autrefois, on parlait qu'il y avait un chiffre TH1 vers TH2 et que c'était une polarisation des réponses immunitaires durant la grossesse et que cet état TH2 était plutôt anti-inflammatoire. Maintenant, on parle plutôt d'une immunomodulation variable selon les stades de la grossesse. Au premier trimestre, on a une phase pro-inflammatoire, donc il va y avoir indispensable à l'implantation. Au deuxième trimestre, on a plutôt un état anti-inflammatoire qui est favorable à la croissance fœtale. Et au troisième trimestre, on rebascule dans la phase pro-inflammatoire au moment de la contraction, l'expulsion et le rejet du placenta. Et donc tout ça, vous avez compris que c'est vraiment quand même fragile. Et c'est-à-dire qu'en bas, il y a des pathologies, je ne reviendrai pas, j'aurais pu parler des antiphospholipides aussi, mais bon, pour l'auto-immunité. Mais on a des pathologies qui peuvent intervenir, qui peuvent gêner cette grossesse qui est normale. Et cet équilibre fragile peut très bien basculer de TH2 vers TH1. On a décrit pas mal d'infections qui provoquaient un bascule vers la TH1 des cytokines inflammatoires comme la listériose ou d'autres bactéries ou d'autres virus. Donc on voit que c'est un déséquilibre et que les conséquences de déséquilibre à l'interface materno-fœtale peuvent intervenir donc, et être responsables d'avortements, de prééclampsie et de fausses couches. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop saoulante. Mais en général, ça se passe bien quand même, une grossesse. Hein. Voilà, vous avez des questions? Parce que c'était beaucoup de données d'un coup. Je ne sais pas si j'étais très claire. Mais c'est très compliqué, hein, la tolérance materno-fœtale. Et je ne sais pas si je pourrais vous répondre. Hein. Mais en tout cas, le sujet de la tolérance materno-fœtale est très important pour tout ce qui est greffe, tumeur, parce qu'il y a beaucoup d'études sur les tumeurs en particulier et sur le rejet de greffe, et ce fameux HLA-G et l'IDO. Voilà. Merci, Madame Duhem. La parole est à la salle. Oui, merci Madame Duhem pour la qualité de l'exposé. C'était très, très intéressant. Nous qui sommes des cliniciens, et puis tu nous as fait vivre un sujet intéressant, et c'est vrai que quand on a bien compris le système immunitaire, on comprend mieux le fonctionnement de certains médicaments et le processus de rejet. Une petite question, tu nous as dit que dans le trophoblaste, il n'y a pas d'HLA classique. Il n'y a pas d'HLA classique, ce qui veut dire que les cellules cytotoxiques ne sont pas en contact avec les antigènes paternels. Voilà, oui. Est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, qu'il pourrait y avoir un problème de régulation à ce niveau-là, qui pourrait favoriser justement la mise en contact des antigènes paternels et les cellules cytotoxiques, et favoriser justement déjà à ce stade la fausse couche, les fausses couches hyper précoces? Je ne sais pas s'il y a... En fait, il y a deux types de trophoblastes. Il y a celui qui ne présente pas de HLA du tout, et puis il y a le cytotrophoblast extravileux qui a l'HLA C et puis G. Donc il y a quand même une expression d'HLA. Donc effectivement, ce qui est plus profond dans le gradient n'est pas en contact avec normalement le CD8. Mais il peut très bien y avoir peut-être passage effectivement de CD8 cytotoxique, et là on peut avoir une réaction... ou des NK. Les NK qui vont rien trouver et qui peuvent intervenir aussi. Sur ce cytotrophoblast qui ne présente aucune HLA. Ouais. Ma deuxième petite question, tu as parlé de progestérone. Et vu les réactions induites par la progestérone, est-ce que tu penses qu'il faut prescrire ce médicament très tôt pour lutter contre les fausses couches, ou alors... Alors ça, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas gynéco au niveau obstétricien. Mais c'est vrai que la progestérone active donc tout cet état inflammatoire. Oui, ça pourrait, mais ce n'est pas ce que vous prescrivez. C'est ce que nous faisons. Mais justement, les internes sont là, c'est pour qu'ils comprennent bien que cette progestérone que nous utilisons très tôt pendant la grossesse a vraiment une base scientifique. Il y a une base sur laquelle nous reposons pour pouvoir prescrire ce médicament. Ce n'est pas un médicament prescrit au hasard. Non. Le médicament agit en induisant certaines réactions chimiques très particulières, justement, qui permettent de tolérer l'œuf, une tolérance de l'œuf. Enfin, c'est un des acteurs, en tout cas. Ouais. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. C'est ça qui est assez impressionnant, quoi. Alors peut-être justement quand il y en a un qui est un peu faible, ça prend le dessus. Il y a d'autres acteurs qui sont là pour quand même faire cette tolérance, parce que ça se passe quand même relativement bien, une grossesse. En général. Hein? Merci. Bonjour, professeur Duhem.
Moi, je suis Ludovic Jeannot, je suis biologiste au labo d'hémato, donc dans le secteur HLA au labo d'hémato au CHU. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc c'était très dense. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait s'accrocher, mais c'était très intéressant. Et ma question, la première question, c'est par rapport à l'immunisation anti-HLA vis-à-vis des anti-HLA du père. Ouais. Donc il y avait une première diapo, on voyait chez les primipares 15% d'immunisation. Ouais, et vers la fin, il y avait une diapo avec 1% d'anticorps cytotoxiques. C'est une erreur. C'est 15. C'est 15, hein, d'accord. Oui, mais c'est une erreur pour la dernière diapo. D'accord. C'est 15% la primipare. Et c'est vrai que nous, on voit bien pour les donneuses de plaquettes en particulier, puisqu'on fait la recherche des anticorps anti-HLA. Il y a des donneuses de plaquettes qui ont beaucoup d'anticorps anti-HLA quand ce sont des multipares. D'accord. Et donc ces 15%, c'est des isotypes cytotoxiques alors? Oui. D'accord. Et à partir de quel moment du terme on voit apparaître les premiers anticorps anti-HLA? Ça, je sais pas. Vous n'avez pas vu dans les... Non, ça m'intéresse pour savoir, en cas de fausse couche, en cas d'avortement spontané prématuré, à partir de quand on doit commencer à se poser la question de l'allo-immunisation? C'est à partir... il faut qu'il y ait un contact, donc il faut qu'il y ait une immunisation. Donc, mais on n'a pas encore d'études qui peuvent dire à partir de quel moment dans le terme. Je n'ai pas eu le temps de regarder à partir de quand. Puisque c'est vrai que nous, au laboratoire, on a plutôt on a le sérum, on n'a pas les sérums des femmes enceintes. Hein, c'est avec le labo, le FS, donc on recherche les anticorps anti-HLA pour les donneuses de plaquettes. Moi, ça m'intéressait dans le cadre donc, du suivi anticorps des patientes, en fait... primi multipares, qui ont qui sont dans nos listes de receveuses pour la greffe, de savoir est-ce qu'on peut imputer une immunisation à une grossesse qui a été interrompue précocement dans le terme. Oui, il y a. Oui. Alors moi j'ai vu des documents d'articles qui parlaient qu'en fonction de l'interruption de grossesse, il y avait plus ou moins un risque d'immunisation. Voilà, quand c'est naturel ou quand c'est provoqué. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu 1 ou 2 articles que j'ai lus en diagonale comme ça, en fonction de l'interruption naturelle ou pas. Il y a plus ou pas de passage en fait et d'immunisation possible. Voilà. Et comme dans tous les, par exemple l'immunisation Rhésus, etc. Il y a des anticorps. Même après une fausse couche, donc ça a été précoce. Mais justement, comme on savait que dans l'immunisation anti-Rhésus, elle apparaît qu'à un certain moment dans le terme, dans les toutes premières semaines. Ça apparaît très vite, c'est l'immunisation. Il suffit qu'il y ait des cellules qui passent et il y a immunisation. Et 1 ou 2 cellules, ça suffit. Non, je sais. Mais le système, les antigènes du système Rhésus, on sait qu'ils apparaissent vers la fin du premier trimestre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais dans les toutes premières semaines, ils ne sont pas encore exprimés, il me semble, les antigènes du système Rhésus. Et c'était par rapport à ça, en fait, que je voulais savoir s'il y avait une corrélation. Mais après l'HLA, je ne sais pas. D'accord. Et sinon, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est donc l'éclairage immunologique sur la prééclampsie. Et savoir s'il y avait des molécules candidates donc pour une immunothérapie de la prééclampsie. Alors moi, j'ai découvert en faisant le cours. Moi, j'ai découvert aussi. Donc, je trouvais ça très intéressant. Cette invasion du cytotrophoblaste, je pense que c'est pas le seul facteur quand même pour la prééclampsie. Mais moi, ça m'a beaucoup impressionné sur le côté plutôt invasion et l'analogie avec les cellules tumorales. C'est ça aussi qui m'impressionne beaucoup au niveau de cette implantation. Mais moi, je suis auto-immunité. Donc voilà. Je vous remercie. Ouais. Le 1% d'antigène paternel. Non, c'est une erreur, c'est 15. Oui, mais attends. Oui. Tu as dit 1% à la fin chez les multipares. Non, c'est 15 chez les primi et 75 chez les multipares. D'accord. Oui, non, mais c'est une erreur dans ma diapo à la fin. Ouais. J'ai vu ça qu'après, j'avais donné les diapos. 75 chez les primi. C'est 15 chez les primipares et 75 chez les multipares. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons